Bonjour à tous. En préambule, je tiens à remercier les organisateurs de cette manifestation, donc notamment Anne Lacoste et Mathilde Charrier. Cette intervention, je l'ai voulu assez large. Il s'agit vraiment de faire le point sur la présence des photographies dans les fonds des Archives nationales du monde du travail. Alors, ce service, on a l'habitude de le répéter, est tout à fait particulier dans le réseau des archives publiques en France, puisque contrairement à tous les autres, il n'est pas adossé à une catégorie de producteurs d'archives publiques. Pas même les administrations en charge du travail, puisque les fonds qu'elles produisent, eux, sont versés aux archives départementales ou aux archives nationales, selon l'échelon concerné. Non, nous, ce que nous collectons ici à Roubaix, dans ce centre qui a ouvert en 1993, eh bien, ce sont à 95%, je pourrais dire 98%, des fonds privés qui ne portent en eux-mêmes précisément aucune obligation d'être confiés à l'État, au ministère de la Culture que nous représentons. Alors ces fonds, quels sont-ils? Ce sont des fonds d'entreprise. C'est le gros morceau de ce que nous conservons dans ces murs. Ce sont des fonds de syndicats, des fonds de comités d'entreprise, des fonds d'associations, associations qui œuvrent dans la sphère économique et professionnelle, donc depuis les associations professionnelles en tant que telles, jusqu'aux associations de lutte contre la pauvreté. Au fil de mon intervention, je vais essayer de vous donner des exemples illustrés pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il s'agit. Dans ces fonds, dans quasiment tous ces fonds, on trouve des photographies. Ils en sont partie prenante. La question que je vais poser de façon un petit peu peut-être provocatrice, c'est: s'agit-il quand même de fonds photographiques? Je n'en suis pas sûr, donc vous comprendrez pourquoi au fil de mon intervention. La question, c'est bien comment on aborde ces photographies, comment on les traite, comment on les collecte en tant qu'archiviste spécialisé dans le monde du travail. Alors, je commence par 3 exemples. Le premier, en haut à gauche, donc une photo produite par l'entreprise Chagnot. C'est une entreprise spécialisée en construction souterraine et hydraulique. Et elle est notamment à l'origine de la construction des premières lignes de métro, du métro parisien. Donc là, sur cette entreprise, eh bien oui, nous avons véritablement le fond photographique de cette entreprise. À droite, vous avez d'autres situations. La photo à droite en haut, elle appartient à ce qu'on appelle notre collection des pièces isolées. Donc là, c'est une collection totalement factice, constituée par les conservateurs au fil des acquisitions thématiques ou pour telle exposition, par exemple. Et enfin, un autre exemple, au sein du fonds de la manufacture française de tapis et de couvertures, eh bien, on a là un document parmi d'autres qui se trouve être une photographie, une carte postale, les trieuses de laine. Je vais commencer donc cette intervention par un panorama, non pas des fonds photographiques forcément, mais des usages de la photographie. Je vais me poser la question: pourquoi la photographie est-elle présente dans les mondes du travail? Donc, en d'autres termes, comprendre pourquoi les entreprises, les syndicats, les associations ont été amenés à produire des photographies. Alors, c'est une tarte à la crème que de le dire, mais je vais quand même le dire. Ces usages sont multiples, ils sont anciens. Très tôt, l'intérêt de la photographie est apparu comme évident pour la plupart des entreprises, notamment. Donc je vais sommairement y revenir. Alors le premier usage, le plus évident, le moins original en somme, c'est bien sûr la photographie comme outil de communication. Sur ce plan, la photographie est utilisée dès les années 1880 pour donner une image avantageuse de la structure, l'entreprise, mais
on peut aller vers d'autres institutions plus largement. Donc on va essayer de montrer les équipements, le matériel, parfois même le personnel de l'entreprise. Cela donne lieu aux premiers albums. J'ai choisi ici un exemple totalement arbitraire. C'est celui de la Société des automobiles de La Haye. Donc c'est une entreprise qui avait plusieurs sites en France. Donc là vous avez un album de son usine d'Ivry. Et c'est assez particulier puisqu'en fait l'usine avait été réquisitionnée dans le cadre de la Première Guerre mondiale et l'entreprise a voulu mettre en valeur cette réquisition, le fait qu'elle collaborait à l'intérêt national, et donc elle en a produit un album où on voit ces femmes en train de participer à la défense nationale, et donc le titre de l'album en question c'est bien « Collaboration des femmes à la défense nationale ». Ces albums donc, sont un premier type de support. Au fil du temps, ils vont se multiplier. C'est la carte postale. Je vous en ai donné un exemple tout à l'heure. Elle est peu coûteuse, très facile à distribuer. Donc on sait que c'est un support très très utilisé, notamment dans les années 1900, largement jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ensuite, avec d'autres modes d'impression, on assiste à d'autres types de supports, et donc ce sont notamment les plaquettes produites par les entreprises, jusqu'aux actuels books de certaines agences. Évidemment, si on parle de communication, on parle aussi de communication interne au sein des entreprises, au sein des syndicats, au sein des associations. La photographie est là aussi très très souvent convoquée. C'est le cas généralement plus particulièrement à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là aussi, on a des supports privilégiés. C'est le livret d'accueil, ce sont les bulletins distribués aux salariés ou aux militants, par exemple, des syndicats. Toujours dans l'idée de vous montrer un petit peu la diversité des fonds, quelques exemples donc de ces fonds photographiques, tout au moins de ces fonds de services communication qu'on trouve à l'intérieur de ces structures. Donc j'ai déjà cité Chagnot, le fonds photographique fait 16 mètres linéaires par exemple, pour les seules photographies, sachant qu'on a le reste également du fonds. Charbonnage de France, fonds extrêmement important dans ce service, c'est plusieurs centaines de mètres linéaires. On a une collection photographique qui fait, elle, 14 mètres linéaires, mais ce n'est qu'une petite partie des photographies, c'est-à-dire c'est uniquement ce qui est identifié comme étant la photothèque. Mais en fait, vous le verrez après, on a beaucoup d'autres photos dans ce fonds. Autre exemple, Emmaüs International nous a déposé son fonds photographique. Et puis voilà, j'ai cité d'autres exemples. Un syndicat, un syndicat enseignant, la Fédération de l'Éducation nationale, une entreprise de métallurgie, FIV, la FNSEA, qui est un syndicat agricole bien connu. Je l'ai cité parce que là, c'est une collecte très récente. En termes de collecte de fonds photographiques ou audiovisuels, on est très clairement sur une pente ascendante avec des fonds très importants qui nous arrivent, qu'on continue à collecter et à accepter bien sûr dès lors qu'ils sont dans notre thématique et dans notre champ géographique qui est le national. J'aurais donc pu citer d'autres exemples, je pense par exemple à Thomson CSF. Là aussi, c'est une collecte très récente. On est sur plusieurs dizaines de mètres linéaires de photographies qui couvrent cette fois-ci plutôt la seconde moitié du XXe siècle. Enfin, on a quelques documents également sur la première partie du XXe. Je pourrais revenir sur certains fonds si vous le souhaitez au cours d'échanges ultérieurs. Donc, j'ai parlé de la photographie comme outil de communication. Mais il ne faut pas résumer la photographie à ça. On en est loin. Nous avons de nombreuses photographies dans nos fonds qui ne correspondent pas du tout à cet usage. Donc j'ai essayé de les rassembler sous l'intitulé un peu technique, mais enfin voilà, tant pis. Je parle d'outils de suivi technique, justement. Alors quels sont-ils ? Eh bien, par exemple, dès les années 1890-1900, les représentants
voient très très vite l'intérêt de la photographie qu'ils utilisent sous forme de catalogue parce que ça évite d'avoir à déplacer des produits trop volumineux ou trop lourds qu'ils peuvent ainsi beaucoup plus facilement montrer à leur clientèle. Donc je vous ai mis un exemple de ces photos à usage en fait commercial. C'est donc des luminaires. Il s'agit de la société Baguesse. Donc on a en fait toute la collection de de produits de cette entreprise. Là, il ne s'agit que d'un cliché. La photographie est aussi utilisée comme pièce justificative dans le cadre de procédures, d'activités particulières. Elle est donc utilisée par exemple pour les études techniques, puisque la photographie permet de fixer toutes les différentes étapes du travail. Elle est utilisée pour les inventaires, les reconnaissances de sinistres. Là aussi, j'ai décidé de prendre un exemple. Oui, les photographies ne sont pas forcément très claires, si ça va, bon, on fera avec. Donc il s'agit de la compagnie française d'entreprise métallique. Et là, j'ai pris un exemple, celui de la construction d'un hangar pour la mine de potasse d'Alsace, à Staffelfelden, vous m'excuserez pour la prononciation, 1971. Donc on est sur des photographies plus récentes ici. Dernier usage sur lequel je voulais m'attarder un petit peu, c'est la photographie dans le cadre de la gestion du personnel. Alors ça peut paraître un petit peu anecdotique, ça l'est pas tant que ça. On a beaucoup de photos qui permettent donc d'identifier, de reconnaître les dossiers du personnel. J'ai choisi de vous montrer un usage qu'avait pu en faire la Compagnie des mines de Lens. Qui donc, notamment quand elle a reconstitué en fait ses fiches de personnel après la Première Guerre mondiale où une partie de ses archives avait brûlé, eh bien, elle a décidé de prendre en photo, donc de tirer des clichés de tous ces agents. Alors par mesure d'économie, en fait, c'était des photos collectives qui ensuite étaient redécoupées et chaque photo était collée sur telle fiche de personnel. Donc nous conservons, voilà, ces dossiers professionnels des mineurs de la Compagnie des mines de Lens, tout au moins les mineurs nés avant 1900. Et ces dossiers de mineurs eh bien, vont bientôt être disponibles en ligne, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Alors, je termine sur ce dernier exemple, mon panorama des usages de la photographie pour les acteurs du monde du travail. Bon, c'est évidemment très succinct. L'objectif, c'était vraiment pas d'être exhaustif, mais juste de vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Et puis surtout, j'espère que c'est une façon de vous faire comprendre la raison fondamentale pour laquelle les ANMT collectent et conservent des photographies. En vérité, ce n'est pas vraiment parce qu'elles illustrent le monde du travail. C'est beaucoup plus que ça. C'est parce que ces photographies sont le produit des acteurs du monde du travail, qu'il s'agisse des entreprises, des syndicats, des associations, et cela dans le cadre même de leurs activités. Et c'est précisément pour cela que, légalement, statutairement, ce sont des archives. Le Code du patrimoine les définit comme tels. Alors, néanmoins, par honnêteté intellectuelle, il faut quand même admettre que nous conservons également des fonds d'une nature cette fois-ci plus documentaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas véritablement collectés pour leurs producteurs, mais bien parce qu'ils illustrent des thématiques du monde du travail. Le volume de ces fonds, c'est plutôt des collections dans ce cas-là, est presque négligeable, je le dis honnêtement, notamment si on le compare aux masses, au volume que peuvent représenter les photographies dont je vous ai parlé juste avant. Toutefois, ils existent. J'ai choisi deux clichés représentatifs de cette situation. D'une part, eh bien, il nous arrive de collecter des fonds de photographes, mais en fait, pourquoi on les collecte? Parce que ces photographes ont travaillé quasi exclusivement sur le monde du travail. Donc là, il s'agit par exemple de Serge Granvaux, qui était un photographe plutôt amateur en l'occurrence, et qui a pris beaucoup de clichés de manifestations, en fait, de conflits sociaux. Et donc là, vous avez un exemple d'une manifestation sur les retraites, il me semble, donc à Paris. Autre exemple, eh bien, c'est la fameuse collection de pièces isolées dont je vous ai parlé en préambule de mon intervention. Donc un exemple, voilà, ça c'était une collection de photos thématiques sur les avions. Et donc on a ce cliché de la caravelle.
Alors maintenant, j'aborde la question du traitement. D'abord, le traitement intellectuel des fonds. J'en suis désolé, mais je vais me servir de cette intervention presque comme d'une tribune, d'un cri du cœur en quelque sorte. Nous avons un principe absolu en archivistique, c'est le respect des fonds. Et son corollaire absolu, eh bien, c'est de refuser toute dispersion des archives ou tout traitement différencié. L'idée fondamentale, c'est que les photographies doivent rester intégralement avec le reste des documents produits par l'entreprise, le syndicat, l'association. Ça n'a pas d'importance. Alors, pourquoi il faut faire cela, et c'est-à-dire éviter qu'on ait plusieurs institutions qui sélectionnent ce qui leur plairait dans les fonds et finalement qui laisseraient aux archivistes le reliquat? Il y a plusieurs raisons. Bon, la première, c'est très simple, mais c'est vraiment une complexité supplémentaire pour les chercheurs, qui sont obligés de naviguer entre plusieurs institutions pour accéder à ce qui autrefois était un fonds unique qui avait toute sa cohérence. Le deuxième point, c'est que le fonds, dans ce cas-là, perd toute sa cohérence et sa valeur historique. Parce que extraire les photos des documents qui permettent justement de les comprendre, parfois même simplement de les identifier, c'est enlever leur valeur aussi bien aux photographies qu'au reste des archives. C'est donc une pratique qui met en péril le reste du fonds. Parce que les archivistes, si jamais un fonds a perdu sa partie photographique, risquent fort de le refuser, parce qu'ils prendraient en charge ce qui n'est qu'un reliquat, et donc un reliquat en vérité sans intérêt, parce qu'on aura perdu la complétude du fonds. Donc voilà, j'insiste, faire son marché dans les fonds photographiques avant l'arrivée des archivistes, c'est clairement sacrifier le fonds lui-même. C'est une pratique qui malheureusement s'est produite dans le passé et même dans un passé très récent. On a eu des cas ici, je ne citerai pas d'exemple, ou d'institutions parisiennes qui l'ont effectué. C'est évidemment très très dommageable. Fondamentalement, ce que permet le respect du fonds, c'est d'éviter un jugement très arbitraire entre certains documents qui auraient une valeur esthétique ou artistique et d'autres dont la valeur serait purement historique. Eh bien non, le respect du fonds permet justement de ne pas trancher, de laisser ouvertes toutes les analyses, toutes les exploitations possibles, sans en fermer aucune. Voilà. Désolé si ce cri du cœur a pris un peu de temps. Ensuite, donc, comment nous, en tant qu'archivistes, on fait pour décrire cette fois-ci les documents? Alors, eh bien, nos inventaires, ils suivent tout simplement ce principe fondamental du respect du fonds, du respect du producteur. Donc, les photographies, excusez-moi, sont décrites en tant que partie prenante de l'activité des producteurs. La logique n'est pas de décrire chaque pièce isolément, mais bien plutôt de comprendre comment elle s'intègre au reste du fonds, comment elle a été produite, et donc d'une certaine façon, comment elle se retrouve dans ce fonds. Bien sûr, chaque description est toujours une question de priorité, une question de choix, de sacrifice dans le traitement, puisque si on continue à recommander pour l'iconographie une description à la pièce, force est de constater que les moyens disponibles le permettent très rarement. Qu'il s'agisse de moyens financiers ou de moyens humains, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Donc les archivistes ont peu à peu inventé d'autres méthodes. On continue à coter à la pièce, par exemple, mais il nous arrive effectivement de décrire des groupes de documents pour aller plus vite. Et on préfère en fait avoir plusieurs fonds décrits sommairement qu'un seul fonds décrit de manière absolument magnifique. Voilà, là aussi, ce sont des choix. Chaque service peut avoir des traitements différenciés. Nous avons plutôt choisi le cas par cas. En tant que service un petit peu original, donc qui essentiellement travaille avec des partenaires privés, donc entreprises, syndicats, ce qu'il nous arrive de faire et ce qu'on essaye en tout cas de pratiquer, eh bien, c'est de mettre à contribution justement ces partenaires privés pour qu'ils facilitent le travail de classement des fonds, pourquoi pas avant même leur entrée dans les archives. On sait très bien que la personne qui connaît le mieux son fonds, eh bien, c'est précisément celui qui l'a produit, celui éventuellement qui en est l'auteur.
Le traitement matériel qu'on pratique, alors ici je vais être en fait plus rapide parce qu'on a beaucoup parlé ce matin. En la matière, on n'a pas inventé quoi que ce soit. Donc comme tous les services, nous avons une politique de conservation préventive. Comme tous les services, nous reconditionnons les documents, nous contrôlons l'hygrométrie, la température des magasins. Nous avons naturellement les problématiques du nitrate, des archives vinaigrées également. On n'en a pas parlé ce matin, mais c'est une problématique qui se pose pour certaines photographies. Alors, si je peux rebondir sur l'intervention sur la cause environnementale qu'on a eue ce matin, qui était très pertinente. Malheureusement, nous sommes dans un bâtiment qui a été conçu à la fin des années 80, donc pas du tout dans la perspective du développement durable. Et donc là, tous nos magasins sont climatisés avec une consommation énergétique maximale. Donc en la matière, le cas des archives départementales du Nord est certainement beaucoup plus intéressant, en tout cas plus représentatif de ce qui se fait aujourd'hui. Nous avons également une politique de numérisation. Alors je distinguerai ici deux pratiques. D'une part, bien sûr, nous avons des programmes de numérisation annuels, donc généralement cela passe par des marchés externalisés. Nous avons un critère absolu, c'est que nous acceptons de numériser ces documents uniquement s'ils peuvent être mis en ligne après. Donc ça veut dire que le déposant, les ayants droit doivent donner leur accord pour cela, sinon nous n'engageons pas de frais sur la numérisation de tels fonds. On le fait vraiment uniquement pour le public. Et nous avons également des numérisations ponctuelles, donc cette fois-ci c'est une politique, une offre tarifaire à destination des chercheurs, des demandeurs en salle de lecture. En termes d'exploitation, cette fois-ci, donc qu'est-ce qu'on fait ici aux AMT? Eh bien, alors, notre premier objectif, le plus important peut-être, eh bien, c'est un peu notre raison d'être, c'est bien la communication en salle de lecture de ces documents, la communicabilité, bien sûr, de ces archives privées est régie par les contrats avec les déposants ou les lettres de don. Donc nous ne sommes malheureusement pas responsables des délais éventuellement apposés sur ces documents. Donc il y a des conditions juridiques et en plus il y a des conditions matérielles. Bien sûr, la communicabilité de plaques de verre en salle de lecture ne se fait pas dans l'immédiat et elle se fait uniquement sur rendez-vous. Nous avons aussi une politique d'exploitation de ces documents en interne avec des expositions. Voilà, je vous ai donné un exemple. Il s'agit d'une photographie, de l'exposition sur la photographie faite en 2015 à Fond la Photo. Nous allons donc très rapidement mettre en ligne un certain nombre de fonds photographiques et nous pratiquons aussi des opérations dites documents du mois, ce qui nous permet de mettre en valeur certains documents, voire certains fonds. Nous prêtons aussi nos documents ou leur reproduction numérique pour des expositions, des publications. Et sur ce plan-là, nous pratiquons la gratuité complète. Nous ne demandons aucun droit, sous réserve des droits de propriété intellectuelle. Voilà, alors, une fois n'est pas coutume, je vais donc terminer par cet aspect plus aride, mais ô combien utile et indispensable. Quelles sont les limites juridiques à l'exploitation? Donc ces fameux droits de propriété intellectuelle. Alors là, c'est en fait très simple, on n'en est pas titulaire. Voilà, jamais. Sauf une seule exception, c'est celle que je vous ai mis, le fonds Montgodon, donc qui illustre, c'est un photographe professionnel qui a pris beaucoup de clichés sur les houillards du bassin du Nord-Pas-de-Calais et de Lorraine. Donc là, effectivement, c'était une acquisition onéreuse et nous avons également acheté les droits. Mais c'est à peu près le seul cas. Sinon, nous ne disposons jamais des droits d'auteur. Tout simplement parce qu'on ne collecte jamais auprès des photographes, vous l'avez vu, on collecte auprès des entreprises, des syndicats, des associations, qui ne sont donc pas nécessairement les auteurs des photographies en question. Et quand bien même elles seraient considérées comme ayant droit pour ces droits d'auteur, peut-être par exemple pour des œuvres de commande, eh bien, ces ayants droit ne nous les confèrent jamais au moment du dépôt ou du don. Les contrats de dépôt, les lettres de don concernent toujours uniquement le support matériel, jamais ces droits d'auteur.
Donc notre politique sur le sujet, c'est vraiment une politique de transparence absolue. Nous, notre site internet, notre règlement de salle de lecture mentionne à chaque fois que nous ne sommes pas titulaires de ces droits d'auteur. Et donc, si le chercheur, le lecteur, veut réutiliser les documents, eh bien c'est à lui de faire les vérifications nécessaires. Ce que nous traitons de notre côté, c'est bien uniquement l'accès au support matériel. Et plus exactement, dans le cadre d'une demande de réutilisation, c'est le droit de réutiliser sa reproduction numérique, par exemple. Donc notre politique de réutilisation se limite à cela. Sur ce point, je l'ai dit, elle est très libérale. Alors, en tant que service d'archives, service public d'archives, nous sommes tributaires de la législation sur la réutilisation des informations publiques, donc plus connue sous le nom d'Open Data. Donc deux lois ont revu cette législation en 2015 et 2016, donc c'est désormais encadré par codifié dans le Code des relations entre le public et l'administration. Et ce qui nous impose, en fait, ça ne nous impose pas la gratuité, mais en tout cas, le fait de payer des droits de réutilisation serait tellement contraignant et restrictif que nous avons préféré une politique de gratuité complète sur la réutilisation. Notre seule réserve, eh bien, c'est une légende qui mentionne les Archives nationales du monde du travail comme lieu de conservation. Nous ne demandons aucun droit, aucune rémunération. Alors pourquoi on ne demande aucune rémunération? C'est aussi parce qu'on considère que le droit d'auteur porte véritablement sur l'auteur de la photographie. On considère que quand nous, on reproduit simplement cette photographie, il n'y a pas de droit d'auteur. Là, on est sur une opération technique. Alors, je sais que parfois, c'est soumis à controverse. Certaines institutions ne le voient pas comme ça. Nous, en tout cas, on l'envisage de cette façon-là. On considère qu'il n'y a pas suffisamment d'originalité dans le fait de reproduire un cliché, notamment quand c'est simplement du 2D. Et donc, on ne se permet pas de demander des droits d'auteur là-dessus. Voilà. Pour aller plus loin, et donc pour terminer cette intervention, vous trouverez le catalogue de l'exposition À fond la photographie, donc une exposition qui a eu lieu dans nos murs de 2014 à 2015. Alors, catalogue d'exposition est un bien grand mot. On va parler plutôt d'ouvrages promotionnels, ou en tout cas, c'est une façon de présenter nos fonds. Ça ne présente pas forcément le caractère scientifique qu'il y a derrière un catalogue d'exposition. Et puis, très bientôt, j'y tiens, nous aurons donc un nouveau site internet, son ouverture est prévue incessamment sous peu, au premier semestre 2019. Et là, enfin, donc au-delà de réouvrir un nouveau site internet qui ne sera plus un site des années 90 tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien surtout il nous permettra de mettre en ligne enfin de nombreux fonds, donc les fonds qu'on pourra mettre en ligne pour toutes les raisons juridiques que j'ai mentionnées avant, donc pas tous forcément, mais en tout cas on essayera d'en mettre le maximum possible, et notamment les dossiers professionnels des mineurs. Voilà, merci pour votre attention.